bonjour. Bonjour Ilana, bonjour Nicolas, bonjour à Dieu aussi et bonjour à tous. Merci beaucoup Christophe d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors évidemment, on va peut-être commencer par cette histoire de flottille. On va revenir sur l'agression du Ravelli Le Mel un petit peu plus tard. Mais ça y est, la flottille dans laquelle se trouvaient Rima Hassan et Greta Thunberg a été interceptée par les forces de Tsahal. Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué sur les réseaux sociaux disant que tout s'était bien passé. Ils ont pu recevoir de la nourriture, de l'eau. Jean-Luc Mélenchon, lui, a dénoncé une arrestation illégale et appelé la communauté internationale à réagir. Alors, avec quel regard vous avez observé cette situation, cette arrestation, Christophe? Est-ce que ça vous a fait rire comme beaucoup sur les réseaux sociaux? Bon, l'arraisonnement s'est bien passé, c'est l'essentiel parce qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de la violence spectaculaire à une opération de propagande, parce que c'est une opération de propagande qui n'attendait que cela, des images un peu violentes pour les diffuser à travers le monde. Cette nuit, Jean-Luc Mélenchon tweetait en disant « Attention, les tueurs de Netanyahou sont en route ». C'était visiblement pas le cas. Ça permet de démystifier un peu cette opération qui n'a d'humanitaire que le nom. Si vous voulez affréter une cargaison humanitaire pour aller à Gaza, vous affrétez un cargo pour charger un maximum de nourriture et de médicaments. Vous affrétez pas un voilier qui ne peut pas contenir grand-chose, si ce n'est des starlettes qui peuvent faire des photos et des vidéos. Et c'était bien le but de cette opération. Ça a été pendant quelques jours de navigation une propagande sans interruption. On a vu Rima Hassan multiplier les messages comme si elle essayait d'effacer Exodus des mémoires pour mettre à la place son petit voilier en villégiature sur la Méditerranée. Ça a suscité beaucoup de polémiques, ça a suscité beaucoup d'intérêt parce que c'est ça maintenant aujourd'hui, la guerre, elle se mène aussi par les médias, elle se mène par les coups médiatiques et Greta Thunberg comme Rima Hassan ont vendu ce qu'elles savent le mieux vendre, c'est-à-dire elles-mêmes, leur image, leur réputation, leurs followers. On est dans une opération de propagande en partie narcissique et puis en partie politique parce que bien entendu, Rima Hassan a continué à développer son discours. Opération de propagande narcissique, d'ailleurs certains ont dénoncé l'indécence aussi de Rima Hassan et des passagers qui se baignaient, qui faisaient à manger alors qu'ils sont en permanence en train de dénoncer ce qui se passe dans la bande de Gaza, Christophe. Oui, exactement. On avait déjà eu une provocation de Rima Hassan qui avait tenté de débarquer à l'aéroport de Tel Aviv, sachant très bien qu'elle serait refoulée uniquement pour les images. Et là, ça a été autre chose. Alors en effet, c'est une opération de propagande à double tranchant. Il y a eu cet épisode de la baignade et puis globalement l'impression que c'est une croisière au mois de juin, un peu tranquille sur les eaux de la Méditerranée. Ensuite, il y a eu des rumeurs, des polémiques autour d'éventuels migrants qu'elles auraient pu sauver, qu'elles ont décidé de rendre aux frontaliers libyens. On ne saura sans doute jamais le fin mot de cette affaire, mais on voit bien qu'il suffit de gratter un petit peu pour découvrir l'opération médiatique derrière la prétendue opération humanitaire. Alors, il y a par ailleurs, on l'a vu, vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon qui a affiché son soutien à l'équipe de la flottille. Olivier Faure également, le nouveau patron du Parti socialiste qui a publié un message sur X. Le bateau ne transporte pas d'armes à destination du Hamas. Sa vocation est humanitaire. On assiste, selon vous, ces derniers temps aussi à une radicalisation du discours du Parti socialiste. On a entendu récemment Olivier Faure qui a dit qu'il y avait bien un génocide à Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe ? Oui, c'est un virage politique qui débusque aussi la véritable stratégie d'Olivier Faure. Ce virage du Parti socialiste, il est dû à deux choses. D'abord, il est dû quand même à une évolution de la politique du gouvernement israélien, à un changement de tactique à Gaza depuis plusieurs semaines. Et ça appelle une juste critique. D'ailleurs, nous la formulons régulièrement sur les antennes de Radio J. Et puis à côté de cela, il y a un virage politique et même politicien de Olivier Faure qui s'est éloigné de la France insoumise dans le premier temps de la campagne pour le congrès du Parti socialiste. Il s'est recentré, il sentait bien qu'être collé à LFI, c'était signer sa perte. Et quand il a vu qu'il reprenait l'avantage dans la dernière ligne droite, notamment quand il a fallu convaincre les militants les plus radicaux du Parti socialiste, il a lâché du lest, il a redonné des gages à la France insoumise et à la gauche radicale antisioniste. Il y a eu le mot de génocide prononcé donc lors d'une manifestation au Trocadéro. Ça, c'était à la veille du premier tour du Congrès. Le clin d'œil était appuyé. Vous qui êtes antisioniste, votez pour moi, ne votez pas pour mes adversaires. Et puis il y a, maintenant qu'Olivier Faure a été réélu à la tête du parti, eh bien un clair alignement sur ce que peut porter la France insoumise. Quand vous y ajoutez le fait que Olivier Faure a expliqué qu'au municipal, on pourrait reconduire les accords des majorités sortantes,
importante, on voit bien que son recentrage était quand même au moins superficiel et peut-être hypocrite. Alors Olivier Faure, on l'a dit, réélu à la tête du PS, un parti quand même qui reste encore plus fracturé après ce vote. On a entendu Nicolas Mayer-Rossignol, son rival, qui a exhorté Olivier Faure à répondre aux attentes de changement. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que demande justement l'autre partie du PS? Est-ce qu'on peut faire un point, Christophe? L'autre partie du PS demande les accords, l'application des accords de Marseille, c'est-à-dire le congrès précédent qui s'était terminé à 50-50, et il devait y avoir une direction collégiale, une direction partagée avec la construction d'un projet politique social-démocrate. Et Olivier Faure n'a rien fait de tout cela et il ne le fera pas plus aujourd'hui. Olivier Faure a décidé de prendre en main la construction d'un projet socialiste pour la fin de l'année, afin ensuite de discuter d'une plateforme commune avec les écologistes et les communistes. Mais il va de soi que ce socialisme-là ne sera pas la social-démocratie de gouvernement que nous connaissions avant. Olivier Faure va gauchiser bien sûr le parti. Le calcul d'Olivier Faure, il est simple maintenant. C'est de dire, voilà, je vais être le candidat du Parti socialiste dans la coalition rouge-rose-vert. Comme les socialistes sont sûrement les plus nombreux, je vais gagner cette primaire de la présidentielle. Je serai le candidat rouge-rose-vert à la présidentielle et peut-être que je peux passer devant Mélenchon. Personne n'y croit vraiment. Donc ça se terminera, comme toujours, par un alignement de Faure sur Mélenchon qui l'aura battu à la présidentielle et aux législatives 2027, une reconduction du nouveau Front populaire avec des élus socialistes soumis aux insoumis. On le voit tracer noir sur blanc ce trajet. Alors il faut dire aussi que la minorité du PS qui a perdu cette élection, alors qu'elle n'était pas difficile à gagner, elle est un peu punie pour ses propres faiblesses. Elle est composée d'élus locaux très puissants dans leur région ou dans leur ville, mais qui ne veulent pas s'occuper des affaires nationales. Ils sont finalement très contents d'être maîtres chez eux et de laisser l'avenir du pays à d'autres. Ils n'ont pas été à la hauteur de leur rendez-vous face à la nation. Et c'est pas Nicolas Mayer-Rossignol, le fautif, il a été courageux, il a pris le flambeau. C'est plutôt les grands élus comme Carole Delga, Michael Delafosse et d'autres dans les régions qui ne l'ont pas assez soutenu. Alors le reste de l'actualité, et on le disait, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour le Rav Elie Lemel, le rabbin de Paris qui a de nouveau été agressé à Neuilly-sur-Seine vendredi. Deuxième agression en une semaine, puisque vendredi, il y a 2 semaines aussi, il avait été agressé donc à Deauville. Là, c'était à Neuilly-sur-Seine. Il s'est pris un violent coup à la tête par un homme qui lui a balancé une chaise au visage alors qu'il était attablé à une terrasse. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est particulièrement effrayant parce qu'on voit qu'il n'y a de sécurité nulle part, y compris dans des endroits jugés assez tranquilles, assez peu exposés à la sécurité comme Neuilly, Deauville ou d'autres endroits très pacifiques d'habitude. Ensuite, il est visé, non pas à titre personnel par quelqu'un qui le connaît et qui pourrait avoir un différend avec lui, non, il est visé parce qu'il a une kippa, parce qu'il a ses attributs de rabbin, parce qu'il est identifiable comme juif. On est donc dans l'antisémitisme pur et dur, si j'ose dire. Par ailleurs, je suis frappé par ce que l'on sait du profil de son agresseur à Neuilly. Visiblement quelqu'un qui a de lourds problèmes psychiatriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambiance dans notre pays est tellement à l'antisémitisme, est tellement au réflexe de rejet du juif, que quelqu'un qui n'a pas toute sa raison en est, si j'ose dire, contaminé. Il en est téléguidé. Son esprit a été colonisé par l'idée que quand on voit un juif, on peut être agressif, on doit être agressif. C'est cela que ça m'inspire. Alors peut-être que l'enquête policière et psychiatrique démentira ma version, on verra bien. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un pays maintenant où quand on est jeune et qu'on veut faire une bêtise, ou quand on n'est pas tout à fait maître de ses moyens psychiques, eh bien commettre un acte antisémite est presque une forme d'accomplissement. On a l'impression de répondre à une demande positive de la société. C'est dire à quel point, depuis le 7 octobre 2023, ce qu'on a appelé l'antisémitisme d'atmosphère, mais cette expression devient un peu galvaudée, eh bien, a complètement infusé dans notre société. C'est ça qui m'inquiète profondément. Antisémitisme d'atmosphère. D'ailleurs, je voulais vous faire réagir à ce titre du journal Libération sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu, Christophe, Libé qui a titré sur son site Internet « Neuilly-sur-Seine, : un Palestinien hospitalisé sous contrainte après avoir agressé un rabbin à coups de chaise ». Alors ça en a indigné certains sur les réseaux sociaux, certains parlant d'inversion victimaire. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous le ressentez ? Ah bah tout à fait, ce titre est éloquent. Voilà que le Palestinien est victime de ce qu'on va appeler dans la gauche radicale le racisme d'État.
peut-être même que c'est une sorte de prisonnier politique que l'on va nous vendre dans quelques heures, comme s'il avait commis un acte héroïque et que le régime français oppresseur et complice de l'État sioniste voulait le mettre hors d'état de nuire. Attendez, c'est vraiment pas sérieux journalistiquement, et puis évidemment c'est très tendancieux idéologiquement. On voit bien à quel point le conflit proche-oriental s'est importé chez nous et à quel point une certaine gauche radicale antisioniste fait feu de tout bois pour dresser l'opinion contre la communauté juive. Alors, l'actualité également à l'étranger, on en parle et ça a fait beaucoup jaser aussi sur Internet. Ce conflit, cette bataille, cette bagarre, je ne sais pas vraiment comment qualifier ça, entre Donald Trump et son ex-ami maintenant Elon Musk. Elon Musk qui a fait des révélations sur Donald Trump, notamment sur l'affaire Epstein. Et Trump, désormais le président américain, qui menace Elon Musk de représailles s'il s'oppose aux républicains. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout cela et à quoi s'attendre aussi dans les prochains jours? Est-ce qu'il faut craindre quelque chose peut-être de plus gros, de plus important pour les États-Unis, Christophe? Oui, je crois qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. On est tenté évidemment dans un premier temps d'en ricaner parce qu'on a l'impression de deux sales gosses aux égos surdimensionnés se battant à coups d'accusations terribles et aussi à coups de milliards puisque ce sont deux hommes d'affaires. Mais ce sont ni des sales gosses ni des patrons qui se livrent une bataille où tous les coups sont permis comme c'est le cas dans le business. Non, on a affaire au président des États-Unis et on a affaire à un personnage qui à travers le réseau X peut créer des effets de levier sur l'opinion mondiale. Donc il faut prendre ça extrêmement au sérieux. On peut se rassurer à bon compte en se disant bon, ils sont fous tous les deux, il suffit d'attendre, les Américains vont s'en apercevoir et dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on en sera débarrassé. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr et j'ai peur qu'on voit la première puissance mondiale dériver vers une gestion totalement erratique où le pire est possible. Parce que si Trump est capable de gérer ainsi une relation avec Musk, une relation qui lui a permis quand même d'être élu, parce que Musk a apporté beaucoup de millions dans sa campagne présidentielle, et ben ça veut dire qu'il est capable de gérer de la même manière une relation avec Poutine, Zelensky, Xi Jinping ou les Européens. Donc à partir du moment où l'irrationnel prend le dessus, il ne faut pas s'en amuser et considérer qu'on est dans un cartoon, il faut s'en alarmer. Et il faut que les démocraties mondiales, et le seul cartel démocratique vraiment stable, c'est l'Union européenne, il faut que ce cartel s'unisse pour gérer une première puissance qui est désormais un bateau sans amarre, un bateau ivre. Alors il y a des décisions par ailleurs qui ne font pas l'unanimité aux États-Unis. Récemment, alors on l'a appris, les habitants de certains pays ne pourront plus venir aux États-Unis. L'interdiction d'entrée pour les ressortissants de 12 d'entre eux a été édictée la semaine passée par Donald Trump. Elle est entrée en vigueur dans la nuit. D'ailleurs, cette nuit, selon le texte du décret présidentiel, interdiction d'entrée pour les ressortissants de 12 pays étrangers, après notamment les successives attaques antisémites du Colorado, entre autres. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Christophe, cela? Est-ce que c'est surprenant de la part de Donald Trump? Il l'avait déjà fait il y a quelques mois. Oui, ce n'est pas surprenant. Le président qui expulse Manu Militari, tous les sans-papiers qui font tourner l'économie de son pays, est capable de ce genre d'oukase. Je ne suis pas sûr que ça soit efficace pour se protéger des trafiquants ou des terroristes. Ceux qui veulent rentrer, ils trouvent toujours les moyens de rentrer, ils ne se présentent pas benoîtement à l'aéroport. En revanche, ça va priver peut-être des éléments de qualité, notamment des étudiants de ces pays, de venir se former aux États-Unis, d'emporter leurs nouvelles compétences dans leur pays d'origine et de travailler à l'amitié entre ce pays et les États-Unis. Donc à long terme, ce n'est pas forcément un bon placement, une bonne attitude pour les États-Unis. Et puis troisièmement, c'est le signe quand même, mais Trump n'en est pas le seul exemple sur la planète, d'un repli. On ne veut plus de l'autre. On ne veut plus de l'autre comme voyageur, on ne veut plus de l'autre comme possible citoyen demain de notre pays. On voit bien que les pays maintenant n'arrivent plus à accueillir. Il y a à cela des raisons acceptables, les raisons quantitatives. On voit bien que le phénomène des migrations à travers la planète et notamment en Europe a dépassé les jauges que l'on peut intégrer, les jauges acceptables. Et puis il y a aussi une volonté identitaire de repli sur soi et de rejet de l'autre. Ça s'appelle la xénophobie et c'est un sentiment qui se développe tout autour de la planète. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Christophe Barbier, notre éditorialiste politique sur Radio J. On vous retrouve demain matin, Christophe, à 7h45. Vous avez déjà le nom de votre invité? Bruno Cotrest, un spécialiste du vote, spécialiste de l'élection. Eh bien, on a hâte d'entendre ça. Je vous dis à demain, Christophe. Merci beaucoup, vous restez avec nous.